Merci en tout cas, Anselme, pour cette très belle présentation. J'ai vraiment intitulé ce topo « Parcours du combattant ». Je rejoins un petit peu Patrick là-dessus parce que tous ceux qui prennent en charge les épicondylites savent à quel point c'est difficile. C'est vraiment un parcours du combattant, qu'il soit émotionnel, social, professionnel, chirurgical, rééducatif. L'épicondylite, qu'est-ce que c'est? C'est juste une tendinopathie du tendon épicondylien. Le chiffre clé, ça touche 3% de la population, c'est l'incidence. L'incidence, c'est quand même les nouveaux cas, les nouveaux entrants sur le marché. 3% de la population française, chaque année, va développer une épicondylite. Ça en fait le numéro 1 ou 2, à égalité quasiment avec le dos, des maladies socio-professionnelles, des maladies professionnelles qu'on a tous à gérer, avec un coût non négligeable pour nos finances et pour la sécurité sociale. Alors bien sûr, c'est le fameux tennis elbow, mais le tennis elbow, en fait, dans nos consultations d'épicondylite, le tennisman ne représente que 5% des consultations pour épicondylite. Ça concerne essentiellement les débutants ou ceux qui jouent leur revers à une main. Il y a des études électromyographiques qui montrent bien l'augmentation des contraintes sur le court extenseur radial du carpe, le tendon qui est à la face latérale du coude, lors des coups du tennis, service, mais surtout en particulièrement le revers, et lorsqu'il y a un revers à une main plus qu'à deux mains. Alors, le CRB, c'est qui? C'est ce petit tendon qui est ici, c'est le tendon blanc qui est là. Il est inséré juste en dessous de la capsule. Il est purement tendineux, cette CRB, contrairement à son voisin du dessus, le long extenseur radial du carpe, qui est purement musculaire. C'est pourquoi la fissure, la fameuse fissure, l'épicondylite, concerne le CRB, le court extenseur radial du carpe, et non le long. Et surtout, cette capsule est extrêmement fine en regard de ce tendon. Donc, lorsqu'il va y avoir des contraintes, que ce soit au tennis ou chez un manutentionnaire ou une caissière, cette capsule va souffrir. Et ensuite, en effet secondaire, il y aura une souffrance des tendons épicondyliens. Ça a une anatomie très particulière avec une surface d'insertion qui est très petite, qui est 13 fois moins importante que le long extenseur radial du carpe, d'où les hypersollicitations. Et il y a également certains facteurs anatomiques. On a des épicondyles souvent assez proéminents. Les patients disent souvent qu'ils ressentent une bosse à la face latérale du coude. C'est vrai en fait. L'épicondyle est parfois assez agressif et il frotte sur le bord profond du court extenseur radial du carpe, le sursollicitant, le fissurant, et par-dessus, en plus, il est pris en sandwich parce qu'il y a le long extenseur radial du carpe qui vient appuyer dessus lorsqu'il y a des extensions actives du poignet. Certains évoquent aujourd'hui un lien entre l'épicondylite et l'instabilité. Ici, c'est une coupe anatomique. On voit le tendon du court extenseur radial du carpe et on voit sa proximité immédiate avec les structures ligamentaires. Et lorsqu'il y a des contraintes énormes, qu'elles soient en manutention ou au tennis, il peut aboutir à des déchirures, que ce soit des ligaments ou des tendons. L'examen clinique en lui-même est assez facile finalement. Il va falloir, ça c'est un côté sain, on demande au patient d'être en hyperextension au niveau de son coude et on va demander à faire une extension résistée du poignet. L'extenseur radial du carpe est un extenseur pur du poignet. On va tester l'autre côté qui est atteint. On demande au patient de lever son poignet en l'air et il ne va pas tenir une demi-seconde en fait, par rapport à l'autre côté où il y a une extension résistée. C'est vraiment assez simple comme diagnostic à faire. Lorsqu'on veut aller un peu plus loin à chercher des tests d'instabilité, il y a des tests qui sont assez faciles comme ici, où on va aller pousser en hypersupination la main du patient. L'hypersupination bascule la tête radiale sur le côté et va provoquer une douleur à la face latérale du coude en surstimulant les ligaments. La même chose en hyperextension du coude, je mets mon pouce juste ici dans le soft point et en hyperextension, on va pouvoir justement déstabiliser cette tête radiale. Et j'aime beaucoup cette manœuvre qui s'appelle le reverse milking test. C'est l'inverse de ce que l'on fait lorsque l'on teste le coude en avant. On va mettre le poignet et l'avant-bras en position de rotation interne. On va tracter sur le pouce et ça va provoquer une hypersollicitation du compartiment externe, témoignant d'une instabilité latérale. Quelle est l'éthiopathogénie un petit peu de cette épicondylite? On n'en sait toujours rien aujourd'hui. Elle est multifactorielle. On suspecte bien sûr une tendinose, c'est-à-dire une dégénérescence physiologique avec des sursollicitations mécaniques qui vont venir augmenter un peu les surcharges sur ce tendon. Un des facteurs les plus étudiés sera le tabac avec un autre ratio de 7 entre les fumeurs et les non-fumeurs. Tendinite ou tendinose? Souvent les patients viennent nous dire « j'ai une inflammation de mon tendon ».
Bon, en fait, la phase inflammatoire, elle n'est qu'initiale. Elle n'est qu'au début, dans les 6 premières semaines, lorsque le patient a mal. Ça a été prouvé par les études anatomopathologiques, avec une réponse inflammatoire aiguë lors des 6 premières semaines. Dès qu'on passe le cut des J45, on va passer à une phase où il y a une prolifération de fibroblastes, avec une déstructuration des fibres de collagène, et ça, c'est entre le premier mois et le troisième mois. Et ensuite, à partir du 3e mois, il va y avoir une faillite structurelle du tendon. Les fissures vont apparaître, voire même en stade 4, après 5 à 6 mois, se calcifier et avec un tendon dense et fibreux qui sera non cicatriciel. En fait, un tendon, c'est quoi? C'est un amas à 95% de fibres de collagène qui sont bien alignées, bien homogènes, bien parallèles. Mais, comme vous pouvez le voir cette image, c'est une structure qui est très peu vascularisée. Et donc, il y a un équilibre très délicat d'homéostasie entre l'anabolisme et le catabolisme avec les différents facteurs de croissance. Lorsqu'il y a des traumatismes répétés sur un tendon épicondylien, ça entraîne une libération de facteurs cataboliques, des cytokines cataboliques, comme le TNF-alpha, par exemple, ou l'interleukine numéro 6. Et ça va déséquilibrer le tendon, provoquant une dégénérescence des fibres. Et cela va aboutir ensuite à une fragilité tendineuse avec une vraie rupture et des images comme ici, échographiques de fissures. Et lorsque cela se chronicise, ça se calcifie avec des dépôts calcaires. Et on voit bien ici un cône d'ombre avec cette tache blanche de calcification épicondylienne. Alors, le rôle du PRP, c'est vrai qu'ici au centre, que ce soit de l'arthrose de Mérignac juste à côté ou ici au centre sportif, on utilise beaucoup les PRP parce que dans les granules alpha des PRP, en fait, il y a ces fameux facteurs de croissance qui vont être plutôt anabolisants et anti-inflammatoires. Lorsqu'on arrive à concentrer avec nos études à x2,5 le taux de plaquettes injectées, on arrive, comme on peut le voir cette animation dynamique en microscope électronique, une reprolifération des fibroblastes qui vont ensuite donner des fibres collagéniques avec un parfait parallélisme des fibres tendineuses. En fait, le contact entre les plaquettes injectées et les structures anatomiques va provoquer justement une activation de ces facteurs de croissance qui vont permettre un petit peu, dans la première heure post-injection, de booster la sécrétion tendineuse par une libération de plus de 90% des facteurs de croissance. Et pourquoi on dit qu'il ne faut pas prendre anti-inflammatoire dans la semaine qui suit? Parce qu'on sait que dans les 7 jours qui suivent, ces plaquettes vont encore sécréter des facteurs de croissance supplémentaires et on ne veut pas que les anti-inflammatoires viennent ternir cette libération de facteurs de croissance. Alors, lorsque j'ai affaire, en consultation, on va revenir au terrain pratico-pratique après cette introduction, lorsque j'ai affaire à un patient qui a mal au coude, à la face latérale, qu'on suspecte une épicondylite, en fait, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut le traiter? Est-ce qu'il ne faut pas juste le laisser tout seul, comme ça, et puis il va récupérer spontanément? C'est vrai qu'il y a des études qui montrent qu'il y a une récupération spontanée sans traitement, avec des délais mais qui sont très variables, entre 1 an et 2 ans. Toutefois, le sans traitement est assez flou. Est-ce que prendre du Doliprane, un anti-inflammatoire, ce n'est pas de traitement? Smith, dans une étude dans le Lancet, il a randomisé 3 groupes. Il a pris un premier groupe à qui il a fait des injections de corticoïdes, qui est encore un traitement très courant pour les épicondylites. Un groupe avec que de la kiné, et un autre groupe, il a dit wait and see policy. En fait, le wait and see policy, c'est pas je fais rien, c'est je prends des anti-inflammatoires, des antalgiques, je me mets en arrêt de travail. C'est sa définition de wait and see. Et on s'aperçoit dans la courbe ici que ça, la courbe noire, c'est l'injection de corticoïdes. C'est un effet miraculeux les premières semaines. Les patients n'ont plus du tout mal. Mais dès qu'on les suit un petit peu à 3 mois, il y a un effet rebond, le taux baisse. Et à la fin, lorsqu'on suit à 1 an, eh bien, les résultats des patients avec infiltration de corticoïdes est bien moins bon que ceux qui ont eu de la rééducation, qui ont eu une évolution certes lente, progressive, mais positive, avec un meilleur taux de guérison à 1 an de suivi. En fait, Smith, dans son étude dans le Lancet, recommande de traiter les patients qui veulent un résultat rapide. Ceux qui ne veulent pas être arrêtés pendant 1 an, voire 2 ans, et on connaît bien ce problème chez nous avec les accidents de travail, maladies professionnelles, ceux-là, il faut plus les diriger vers un traitement curatif. Différents traitements existent, bien sûr, entre les traitements médicaux et chirurgicaux. Pour notre part, nous, ici, on a développé la technique percutanée échographique que je vous présenterai plus tard. Vous pouvez retrouver un petit peu tout le détail de ce que j'ai raconté dans un article qu'on a écrit, qui est en open access, il est en français ou en anglais, peu importe. On va parler un peu de tout le management, que ce soit par attel, infiltration, chirurgie. Vous le trouverez très facilement sur PubMed, en open access. Le traitement médical, en fait,
Première phase, on avait dit que c'est une phase inflammatoire. Si vous avez un patient qui vient en consultation, il a mal à l'instant depuis quelques jours ou quelques semaines, c'est la phase inflammatoire. Là, ça vaut le coup de mettre des anti-inflammatoires, une petite théatelle au poignet en légère extension pour mettre au repos l'anthèse épicondylienne. Et on va faire de l'empowerment, on va aller demander au patient de s'impliquer dans sa prise en charge avec un peu d'auto-rééducation et un protocole rééducatif. La plupart du temps, c'est de l'excentrique type Stanisch que vous connaissez très bien, mais je demande de plus en plus à faire une remise en charge progressive, qu'elle soit en statique ou en dynamique, avec des poids croissants, pour augmenter justement la charge et la réathlétisation de ces tendons. À la phase chronique, c'est-à-dire dès le 2e ou 3e mois, dans les études anatomopathologiques, l'intérêt du PRP est certain, puisqu'on va essayer de rebooster avec l'effet anabolisant des facteurs de croissance la repousse tendineuse. Alors, quand doit-on traiter, quand doit-on considérer que le traitement médical est en échec? Quand on doit envoyer ce patient vers le chirurgien? En fait, je me suis intéressé à ce qu'a dit l'HAS avec nos experts. Pour eux, le traitement de première intention, c'est du repos et un traitement médical, point. Il n'y a pas de durée du traitement médical. La place de la chirurgie dans l'arsenal thérapeutique est vraiment considérée comme secondaire, sans directive bien particulière. Le payeur, Amélie dit qu'on peut recourir à la chirurgie après échec du traitement médical. Mais pour eux, ils mettent une notion de durée de 1 an. Toutefois, ils définissent ce que c'est qu'un traitement médical, c'est-à-dire un arrêt de travail. Alors, 1 an d'arrêt de travail, c'est un peu long quand même. Un traitement médical, les anti-inflammatoires, ils préconisent l'infiltration de corticoïdes que nous, au contraire, on ne préconise pas. Parce que vous avez toujours remarqué qu'avec les corticoïdes, il y avait des fois ces atrophies cutanées, tendineuses, des sortes de brûlures, en fait, tout simplement. Et il propose bien sûr un programme d'exercice musculaire. La littérature est plus consensuelle autour du cut de 6 mois. Nirschel, qui a été le premier chirurgien à décrire l'allongement épicondylien en VY, parlait d'un cut à 6 mois. Baker, qui a décrit le traitement arthroscopique, également un cut à 6 mois entre un traitement médical et chirurgical. Nous, ici, dans le service, on a fait une étude échographique. On a trouvé le même cut qu'en arthroscopique à ciel ouvert, c'est-à-dire 6 mois de délai. Desmoineaux, qui est chirurgien à Paris, à la PHP, a étudié la corrélation entre la durée des symptômes et les résultats. En fait, il n'y en a pas. Qu'on soit à 6 mois, 8 mois, 9 mois ou 1 an, le traitement chirurgical, s'il est bien fait, donnera des bons résultats, quelle que soit la durée des symptômes. En fait, quand passer au traitement chirurgical, lorsque le traitement médical a échoué, avec un cut de 6 mois, Knudsen, dans son étude ici sur quasiment 600 cas, retrouvait un taux de 16% de patients pris en charge chirurgicalement lorsqu'il y a eu un échec d'un traitement médical. Alors dans le service, on traite l'épicondylite en percutané et sous écho. Certains peuvent le faire arthroscopiquement, d'autres à ciel ouvert. On va essayer de répondre à la question. C'est en 1979 qu'a été décrite la première résection du tissu à ciel ouvert des tendons épicondyliens pour les allonger, avec l'idée de baisser les pressions dessus. Mais très vite, Baumgart a enchaîné avec un traitement percutané. Alors, il n'y avait pas d'échographie pour lui à l'époque. Il avait fait juste des microténotomies en percutané. Le percutané, en fait, il a un recul de plus de 40 ans. Et puis Baker, en 2000, avec le développement des techniques arthroscopiques, avait développé un traitement chirurgical endo-articulaire. Pierce a fait une très belle méta-analyse qui a comparé les 3 techniques. En fait, on a les 3 bons résultats avec les 3 techniques chirurgicales. Moi, quand je vois une méta-analyse comme celle-là, qui compare arthroscopie, ciel ouvert et percutané échographique, je choisis celle qui est la moins invasive et celle qui est la moins coûteuse pour notre système de santé, l'échographie percutanée. Alors, je le fais en contrôle échographique. Pourquoi? Ça me permet d'aller checker mes structures ligamentaires et je suis certain, lorsque je fais mon geste, de ne pas abîmer les ligaments à côté. On ne veut pas être iatrogène, on veut être curatif. Je mets du PRP également parce que vous avez vu tout à l'heure que ces plaquettes avec les facteurs de croissance stimulaient biologiquement le tendon avec un stress oxydatif et donc ça donnait une meilleure organisation des fibres de collagène garante d'un succès thérapeutique. Certains d'entre vous ont vu parfois passer des comptes rendus de criblage ou de ténotomie. En fait, le criblage, avec l'aiguille, on va aller percuter le tendon sur l'anesthésie locale. C'est une sorte de ténotomie. On peut la faire au bloc opératoire avec un bistouri ou on peut la faire en consultation avec une aiguille. Mais bon, il faut une bonne anesthésie locale. Toutefois, Gaspard, là, dans l'American Journal, a présenté un comparatif needling, c'est-à-dire le criblage versus une ténotomie, et on retrouve un taux plus important de récidive de douleur épicondylienne suite au criblage versus le traitement de ténotomie complet.
Alors, comment s'organisent nos blocs opératoires? C'est une chirurgie qui est en ambulatoire, avec un matériel assez simple, un échographe que l'on partage avec nos confrères anesthésistes, une table chirurgicale assez basique finalement, vous voyez, peu coûteuse donc. La première chose que l'on fait, c'est aller repérer la tendinose fissuraire. La tendinose fissuraire, c'est le petit trou qui est ici, là. On voit que c'est un cas chronique, parce que vous avez vu, il y a une petite tache blanche au milieu. Et cette tache blanche, en fait, c'est une calcification. Donc on a affaire à un cas chronique qui a déjà eu un traitement médical, bien mené au long cours, mais qui a toujours mal. La deuxième chose que l'on fait, c'est aller repérer avec une aiguille, sous échographie, le trajet que l'on va avoir pour faire notre ténotomie. Et donc on va aller ensuite, avec notre échographe, j'avance un petit peu pour ne pas perdre de temps, repérer la zone de ténotomie sous contrôle échographique. On sait qu'on est bien dans la fissure et bien dans la gouttière épicondylienne, sans toucher la tête radiale qui est ici ou aux ligaments qui sont juste en dessous. La troisième étape va être la ténotomie vraie. La ténotomie vraie, en fait, on va enlever notre aiguille de repérage et puis on va aller avec un bistouri ici, détendre la zone d'insertion tendineuse ici. C'est un vrai allongement percutané, comme s'il était fait à ciel ouvert, mais on va le faire sous contrôle visuel permanent avec un échographe. Et la dernière étape, ça va être l'injection de plasma riche en plaquettes. On va venir, après avoir centrifugé 15 ml de sang dans la centrifugeuse, prélever nos plaquettes et ensuite les injecter progressivement dans toute la zone de ténotomie. On fait quelques manœuvres de manipulation. On va fermer ensuite avec un seul point de suture. Donc en fait, les suites sont assez simples. Il y a un seul point de suture résorbable avec des soins infirmiers à domicile. On demande au patient de bouger immédiatement son bras. Dès le lendemain, on lui suggère de conduire. Il faut vraiment que le patient soit acteur de sa chirurgie. Et vous verrez ici, donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple, une cicatrice assez modeste, un pansement tout bête à faire. Et lorsque vous avez bien travaillé, votre infirmière vous félicite. Je la connais très bien. Donc nous avons publié à propos de 260 cas, 260 techniques percutanées échographiques. Nous avons pu montrer qu'à 3 mois, on avait 70% de retour au travail chez énormément de maladies professionnelles qui sont au travail, et qu'à 6 mois, on avait un taux de retour au travail de 90%. On a toujours un 10% d'échec, qui est assez classique dans la littérature. On a publié également, pour ceux qui veulent retrouver la technique, dans le livre de la SFA, l'arthroscopie du poignet et du coude, que j'ai eu la chance de co-diriger avec Jérôme Carré, chirurgien à Lyon. Et puis je suis à votre écoute pour toutes les questions que vous pouvez avoir. Merci beaucoup.